Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des pertes de substances osseuses. Le topo a été réalisé par le docteur Otet sous la direction du docteur Hugo Pelly. Cette présentation va surtout traiter les pertes de substances osseuses diaphysaires des os lents. Tout d'abord, il faut définir une perte de substance osseuse significative. C'est un défect osseux supérieur à 2,5 cm en longueur sur plus de 50% de la corticale. Au-delà de ce seuil, la plupart des auteurs considèrent que les fractures ont tendance à ne pas consolider spontanément, malgré une stabilisation appropriée. Ce qui va nous intéresser en particulier, ce sont les pertes de substances osseuses massives, définies selon les études par un défect supérieur à 6 à 8 cm. Elles sont principalement dues au traumatisme sévère. Elles sont donc rares, 0,4% des fractures, 11,4% des fractures ouvertes, principalement chez une population de jeunes hommes, Gustio 3B, avec atteinte diaphysaire du tibia puis du fémur. Afin de mieux classer les différentes solutions chirurgicales, il faut d'abord comprendre le raisonnement thérapeutique, en passant par les 4 propriétés de consolidation et de régénération osseuse. La capacité ostéogénique, c'est l'apport des cellules ostéogéniques, comme les ostéoblastes et les cellules souches mésenchymateuses, capables de former de l'os dans leur nouvel environnement. La capacité d'ostéoconduction, qu'on retrouve dans un matériel si la surface de sa structure tridimensionnelle peut servir de support pour la migration des cellules osseuses. La capacité d'ostéoinduction, qui concerne les greffons provoquant la formation d'os dans un site extra-osseux. Et cette capacité est due à un ou plusieurs facteurs de croissance, comme les BNP. Il faut également parler des propriétés mécaniques, structurelles des greffons, qui diffèrent entre os spongieux et cortical, qui résistent différemment aux contraintes, en torsion et compression, ou comme un os vascularisé ou avasculaire, qui perd sa capacité de réparation. Il n'existe pas de classification générique utilisée en pratique courante. On vous présentera uniquement celle de Maurizio Catani, chirurgien italien qui a pris en compte dans sa classification 2 éléments essentiels, la perte de longueur du membre et la perte de substance osseuse. Et c'est ce premier critère qui va orienter le traitement et limiter les solutions chirurgicales, comme on le verra plus loin. Dans cette classification, les patients seront d'abord stratifiés selon l'existence ou pas d'une perte de longueur du membre. Ensuite, ils seront classés en fonction de l'existence d'une perte de substance de l'os. Ce qui va nous donner au final ces 4 groupes de patients qui seront traités différemment. Comment traiter les pertes de substances osseuses traumatiques? Cet algorithme simplifié nous permet de se poser les bonnes questions devant chaque traumatisme sévère avec perte de substances osseuses. Pour décompliquer, on commence avec les patients avec raccourcissement significatif de longueur dû au défect osseux. Leur traitement nécessite en général une ostéogenèse par distraction, et ceci peut être assuré par un clou d'allongement ou un allongement par la technique d'Ilizarov. Comme vous pouvez l'imaginer, les options thérapeutiques diffèrent en fonction de l'importance du défect. Pour les pertes de substances osseuses significatives, donc supérieures à 2,5 cm, le traitement passera principalement par des techniques mini-invasives, telles que la dynamisation du montage, les injections de facteurs de croissance ou de moelle osseuse, les autogreffes iliaques ou RIA. Quelques équipes réalisent encore des raccourcissements suivis de rallongements, notamment dans des situations de défaut de couverture cutanée. Concernant les pertes de substances osseuses massives et les défects supérieurs à 6 cm, parmi les nombreuses solutions chirurgicales, on va surtout aborder le transfert osseux libre, les allogreffes massives, la technique de la membrane induite et les prothèses massives. L'atteinte nerveuse et musculaire doit bien évidemment être prise en compte, et surtout dans un contexte de perte de substances osseuses. Donc ne pas hésiter à envisager l'amputation d'emblée en cas de pronostic fonctionnel sombre avant de se lancer dans des chantiers ambitieux de reconstruction. Ce sont donc les principaux éléments qui vont guider la suite de la prise en charge des pertes de substances osseuses traumatiques, sans oublier le problème de la couverture cutanée, qui peut être prise en charge en collaboration avec le chirurgien plasticien. Maintenant, on va présenter rapidement les différentes options thérapeutiques et qui sont souvent combinées. Les substituts osseux et les produits d'allogreffe d'os spongieux d'usage fréquent dans le bloc opératoire. Ils sont disponibles facilement, reposent uniquement sur l'ostéoconduction, évitent la morbidité des autogreffes, mais nécessitent une synthèse stable et un apport massif de substituts impactés. Les autogreffes iliaques et de moelle osseuse par alésage, irrigation et aspiration, qui apportent un effet par ostéoinduction, ostéoconduction et ostéogenèse, présentent une morbidité à prendre en compte et des volumes parfois limités.
Les techniques se basant sur le principe de la distraction et le transport osseux segmentaire peuvent offrir consolidation, régénération, réaxation et allongement. La technique de l'ascenseur, décrite par Ilizarov, chirurgien soviétique, répond aux 3 problèmes posés par les pertes de substances osseuses, à savoir combler la perte de substance elle-même, consolider le foyer de fracture et rétablir la longueur du segment de membre jusqu'à 14 cm, tout en permettant la reprise précoce de l'appui. La technique du transfert osseux segmentaire est utilisable quel que soit le capital osseux disponible, en particulier lors de l'échec de toutes les autres techniques. Quel que soit l'état du péroné ou les résections élargies rendues nécessaires par l'infection. Elle permet de corriger les déformations dans les 3 plans de l'espace, ainsi que les troubles rotationnels. Elle est surtout validée pour les tibias. Elle offre un os régénéré du même calibre que l'os qui a disparu, avec des corticales et une zone centromédulaire, et peut être utilisée en urgence. Néanmoins, cette technique nécessite une coopération et une compréhension totale du patient, celui-ci devant être informé de la durée du traitement, du risque infectieux et des douleurs prolongées. Les greffes vascularisées présentent comme avantage l'absence de résorption osseuse, une initiation immédiate et une rapidité de la consolidation. Elles présentent les avantages d'une consolidation accélérée, d'une résistance mécanique préservée et une résistance accrue à l'infection. La technique de stabilisation osseuse par la mise en place d'une fibula vascularisée, comme décrit par Tyler, est importante car le remodelage de la fibula va dépendre des contraintes qui lui sont appliquées. Il faut donc privilégier une ostéosynthèse semi-rigide. La technique de la fibula vascularisée ne se limite pas systématiquement au prélèvement d'un segment osseux et peut être ostéomusculaire ou ostéocutané. Les résultats de la littérature montrent de bons résultats avec un seul temps chirurgical et un apport osseux jusqu'à 25 cm de cette technique avec une morbidité faible. On peut également parler de la technique de Capanin, qui va combiner le lambeau libre de fibula à une allogreffe massive et une autogreffe spongieuse. La reconstruction osseuse des grandes pertes de substances diaphysaires par la technique de la membrane induite, associée à une autogreffe spongieuse, comme décrite par Alain-Charles Masquelet, est indiquée dans la reconstruction des grandes pertes de substances pouvant aller jusqu'à 24 cm. Elle comporte 2 temps opératoires. Elle peut être associée à sa phase initiale à une réparation des parties molles avec réalisation de lambeaux libres ou pédiculés. Elle se base sur une membrane richement vascularisée contenant des facteurs ostéo-inducteurs et ostéogéniques. Le premier étant précédé d'autres techniques chirurgicales comme les allogreffes et les fibulas libres. Voici donc l'image péropératoire d'une perte de substance osseuse massive. Ce défect est donc comblé par du ciment. Et là, nous pouvons voir une vue péropératoire du spacer en ciment avec la membrane qui l'entoure. L'utilisation des allogreffes corticales permet des reconstructions massives au niveau des pertes de substances osseuses diaphysaires, diaphysométaphysaires, voire articulaires. À terme, elles s'intègrent complètement au squelette lorsque le lit osseux est bien vascularisé, tout en n'ayant aucun potentiel ostéogénique propre. La recolonisation de l'allogreffe est cependant le plus souvent incomplète et tardive. Le greffon s'adapte alors au volume exact de la perte de substance, comme taillé sur mesure. Elle a l'avantage de ne pas présenter de comorbidité du site donneur et apporter un support structurel solide. Il existe tout de même un risque infectieux, certes bien contrôlé, et une réaction immunitaire à bas bruit fragilisant le greffon. Elles sont rarement utilisées seules et ont prouvé leur intérêt, surtout en combinaison avec des prothèses et des transferts osseux libres. Voici donc l'exemple d'une prothèse d'épaule associée à un allogreffon de banque. Voici une photo péropératoire de la mise en place de la tige dans le greffon. Et voici donc le contrôle radio du montage avec cette prothèse totale inversée d'épaule. Les prothèses articulaires et intercalaires massives. Elles permettent une stabilité immédiate avec reprise précoce de l'appui et la rééducation. Les complications sont fréquentes et surtout d'ordre infectieux et mécanique. Elles sont en général réservées à la prise en charge des tumeurs malignes chez des patients avec espérance de vie limitée et dans la reconstruction des pertes de substances osseuses traumatiques et infectieuses après échec d'autres techniques. L'intérêt d'un traitement de reconstruction serait d'éviter une amputation tout en assurant un résultat fonctionnel satisfaisant. Donc pour résumer, c'est une entité qui touche globalement le sujet jeune avec prédominance des diaphyses tibiales et fémorales, avec 2 scénarios, les pertes de substances osseuses massives sans traiter à part avec des techniques plus laborieuses et invasives, 3 critères importants à évaluer, la perte de longueur du membre, le défect osseux et l'atteinte associée des parties molles qui conditionnent le pronostic fonctionnel du traumatisé grave. 4 mécanismes de régénération osseuse à garder en tête lors de la planification thérapeutique.
Nous vous recommandons ainsi la lecture de 4 articles. Tout d'abord, l'article de Keating et son équipe publié dans le BJJ de 2005 qui revient sur les principes de diagnostic et de traitement des pertes de substances osseuses. L'article de Note et de Migliorini qui reviennent sur respectivement le traitement des pertes de substances osseuses dites critiques et les pertes de substances osseuses dites massives. Et enfin, l'article de Vidal et son équipe qui revient sur les principes de prise en charge actuels des pertes de substances osseuses massives et les perspectives thérapeutiques pour les prochaines années. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.